La nature et le pouvoir de suggestion est une part essentielle des arts au Japon. Le rapport au paysage naturel inspire. Comme partout ailleurs, le pays du soleil levant cherche à façonner ses paysages pour y incorporer un message. Comme vous le savez, chaque composante d'une image a une signification. Le moindre centimètre de mousse, l'angle d'une branche d'un arbre, le placement d'une pierre. Dans le jardin, rien n'est laissé au hasard, bien qu'il soit important de faire croire le contraire. Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au jardin japonais. Bon, ce n'est probablement pas la meilleure saison pour parler des jardins. Mais je vais quand même tenter de vous parler de l'art subtil des jardins japonais. Même s'il y a sans doute des choses dont on ne va pas parler. Comme les jardins de pierre. Ça c'est un sujet pour peut-être une autre fois. On va donc décortiquer quelques parties clés d'un jardin japonais. Excusez-moi en avance si je dis des choses qui en feront tiquer certains, parce que j'essaie d'aborder le sujet avec des généralités. Et j'invite les experts à apporter les précisions qu'ils souhaitent dans les commentaires. Bref, selon moi, le paysagisme en révèle beaucoup sur l'état d'esprit d'une culture. Comparez les jardins français et les jardins anglais. Ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que les jardins japonais ont à dire sur les japonais ? Déjà, il est bon de savoir qu'ils ont plusieurs écoles liées à des courants de pensée. Tiens, je suis un peu curieuse, donc je vais mettre un petit sondage. Quand on vous dit jardin japonais, ça vous évoque quoi ? Petit 1, une lanterne de pierre. Petit 2, un cerisier en fleurs. Petit 3, une fontaine avec le bambou qui fait ch'touk. Et puis, la dernière option, elle sera fourre-tout. N'hésitez pas à donner les détails dans les commentaires. Et pour commencer, voyons un peu l'évolution des jardins. Depuis très longtemps, les jardins sont des sanctuaires pour les lieux de culte. Dans les temps anciens, le Japon puisait son inspiration dans les jardins chinois pour créer des lieux sacrés autour des édifices religieux. Les aristocrates du IXe siècle prirent une approche des jardins plus personnelle. Enfermés dans leur palais, les nobles imaginaient des paysages naturels idéaux en fonction de leur goût. Durant les Edo, les seigneurs étaient appelés à rejoindre la capitale pour y rester pendant de longues périodes. Certains se servaient du paysagisme pour recréer des scènes existantes qu'ils chérissaient. C'est là la base du jardin japonais. Le concept de jardin a fini par se populariser et on retrouvait aussi des jardins japonais dans les machiya, ces maisons de ville dans lesquelles on n'imagine pas avoir de la place pour un jardin. Les Japonais ont créé des jardins pour tous les styles. Ainsi, on retrouve des jardins spécifiquement étudiés pour les promenades, des jardins uniquement aquatiques, des jardins miniatures à base de bonsaï, des jardins particulièrement conçus pour la cérémonie du thé. On ne va pas s'attarder dessus, mais sachez que ces jardins sont tous conçus avec en tête l'envie de peindre un paysage naturel. Le rôle des jardins n'était d'ailleurs pas que décoratif, c'était aussi un lieu de divertissement. En soi, le type de jardin dépendra toujours d'une chose, sa fonction première. Les jardins sont rarement juste des parcs botaniques, ils sont associés à des édifices. A priori, ils ont été créés pour s'accorder à des situations données. Il faut donc bien les étudier pour entrer dans le cadre que l'on veut offrir. Certains jardins avaient des étangs idéaux pour la pêche et d'autres plus adaptés à l'élevage de carpe-koi. Certains jardins servaient à mettre en valeur des édifices et d'autres à prendre le thé. D'ailleurs, le jardin est un cadre idéal pour la cérémonie du thé. Car la nature illustre bien un des principes fondamentaux de cet art, le wabi-sabi, une philosophie de l'humilité et de l'appréciation de l'imperfection, comme peuvent l'illustrer les formes trouvées dans la nature. Les jardins associés aux maisons de thé sont d'ailleurs très codifiés, assurant ainsi le rôle d'écrin. On les appelle roji ou chaniwa. Et pour pouvoir pleinement apprécier ce jardin, l'une des activités prisées des artistes était la contemplation. En gros, le bâtiment auquel est affilié le jardin doit être pris en compte dans deux contextes. L'harmonie de notre environnement lorsque l'on va dans le jardin et l'image peinte lorsque l'on regarde le jardin depuis l'intérieur, surtout en hiver. Il est important de prendre cela en compte car le jardin doit être une scène à contempler en toute saison. D'ailleurs, les paysages observés sont d'autant plus appréciés lorsque ceux-ci changent régulièrement au fil des saisons. Dans ce sens, il y a un autre moyen de profiter de son jardin.
Se balader est une expérience en soi et les chemins sont alors d'une grande importance. Remontons au concept de base des chemins. Vous faire prendre une voie particulière pour aller d'un point A à un point B. Cela peut paraître anecdotique, mais lorsque l'on pense que la contemplation est au centre du tracé de la route, cela fait sens. Si vous avez déjà fait de la photographie, vous devez comprendre. Passer d'un angle à un autre et vous pouvez parfois avoir des résultats complètement différents. Dans un premier temps, on voit un gros caillou sur un lac et on se dit « Ah bah ça, c'est une île ». Plus loin, on se tourne et on remarque qu'en fait, c'était le mont Fuji. Même la route a son importance. Sachez que l'esthétique même du chemin peut être élaborée. Les fameux pas japonais simulent des pierres qui se fondent dans le paysage, comme un chemin caché au bout duquel on trouverait l'item qu'il nous manque pour finir une quête. Les pagodes, les ponts, les lanternes sont autant d'atouts qui rythment le parcours, tout en évoquant des petites touches de structure humaine. Tout le long de la route, on retrouve souvent en vue une part centrale des jardins japonais, les points d'eau. Par essence, l'eau est un élément indispensable pour la culture du riz, un des aliments principaux des cultures asiatiques. Il en faut même en grande quantité. L'eau est aussi bien une source de nourriture que simplement ce que l'on boit pour ne pas mourir. Donc oui, sans eau, on meurt. De rien pour le scoop de l'année. L'eau, c'est également un cycle, un concept auquel l'Asie s'attache particulièrement. Je vous fais un dessin, mais au fond, vous savez comment ça fonctionne. L'eau a également un rôle purificateur. On retrouve des zones entièrement consacrées à la purification pour permettre aux visiteurs d'effectuer un rite avant d'entrer dans un lieu religieux ou avant de participer à une cérémonie du thé. On retrouve donc des sources d'eau pour les rites de purification dans les temples ou les maisons de thé, mais aussi parfois dans des jardins plus personnels. La présence d'eau dans les jardins était également pratique, en particulier à Edo pour réguler les incendies. Si vous ne le saviez pas, Edo a longtemps été une victime régulière d'incendies, comme la plupart des capitales d'ailleurs. Mais pour Edo, c'était un dilemme avec lequel il fallait vivre trop souvent. N'oubliez pas non plus que le Japon est en proie à pas mal de tremblements de terre. Donc reconstruire la capitale tous les 4 matins, ça doit être lassant. Je disais donc, les grands jardins servaient d'une part à faire de l'espace entre les bâtiments et d'autre part à accueillir de grands étangs pouvant servir à combattre les incendies. Enfin, les grandes étendues d'eau représentaient la mer et avaient aussi un rôle à jouer dans la composition des paysages. Les arbres et plantes utilisés ont par essence poétique déjà une signification. Et même si cela joue un rôle dans certains jardins, je pense que ce n'est pas le principal attrait des jardins japonais. Une scène de jardin japonais est surtout une invitation au voyage. En fait, les Japonais adorent la miniaturisation. Mais ça ne se limite pas au bonsaï. Si un jardinier aime la cascade de Shira Ito, vous pouvez être sûr que cela fera partie du design de son jardin. Ce pouvoir d'évoquer un paysage, c'est aussi la possibilité d'explorer un microcosme varié, qui donne l'impression d'être parti ailleurs alors qu'en réalité, on est à 2 pas de chez soi. Le jardinier a alors le rôle d'un sculpteur qui va modeler les éléments. Les plantes, l'eau, la pierre. On obtient des œuvres différentes à partir d'un même matériau. Des arbres majestueux ou de la mousse toute douce, une cascade dynamisante ou un bassin serein, un rocher rugueux ou des petits galets tout lisses. La palette de l'artiste n'est pas si limitée que l'on pourrait penser. Finalement, on retrouve souvent 2 grands styles de terrain pouvant être mélangés. Le Tsukiyama, un terrain avec des dunes et des profondeurs. Celui-ci évoque des altitudes et on retrouve aussi les terrains d'eau qui, par nature, ont différents niveaux. Et le Hiraniwa, des terrains plats qui s'inspirent de vallées et de plaines. Avec ces principes de base, le paysagiste va modeler un jardin qui doit être inspirant. Si le jardin en lui-même est important, prendre en compte l'espace de contemplation, le chemin à parcourir et le rôle central de l'eau est important pour construire une harmonie dans le jardin japonais. C'est une chose que Samurai Gardener intègre d'ailleurs à sa mécanique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mine de rien, elle m'aide beaucoup de temps à faire. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo.
C'est d'ailleurs en partageant que vous m'aiderez à faire connaître la chaîne. Donc je remercie vraiment les gens qui le font. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis tchuss!